Chicago, Hollywood, les années folles, portrait des fiancés de la poudre et du vice, les ingrédients du nouveau livre de Diane Ducret, l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Diane Ducret. Bonjour. Alors vous publiez un nouveau livre sur l'histoire de femmes originales, rebelles, parfois meurtrières, après les femmes de dictateurs et la chair interdite, ou la sexualité féminine dans tous ses états. Voici donc Lady Scarface, dans l'intimité, c'est le sous-titre, des fiancés de la poudre de Chicago d'Al Capone à Hollywood, aux éditions Plomb-Perrin. Alors qu'est-ce qui a motivé ces mois de recherche, de passion, même d'autisme à certains moments? C'est vous qui l'écrivez sur ces femmes de l'ombre. D'abord parce qu'évidemment, elles n'ont jamais été mises en lumière et j'aime je vais toujours chercher des sujets où on retrouve la femme amoureuse face au crime, la violence en tout cas, et qui essaye de trouver sa liberté. Et puis c'est surtout cette photo de couverture que l'on voit de Madame Al Capone. Alors justement, j'allais vous demander qui est cette mystérieuse Lady Scarface. C'est la femme d'Al Capone, que l'on voit ici dans une voiture se rendant à Alcatraz, rendre visite à son mari. Elle est traquée par les photographes et elle se cache dans son manteau de fourrure. Je pensais que c'était une actrice hollywoodienne. Et en fait, c'était la femme de l'ennemi public numéro 1. Et je me suis demandé comment peut-on être la femme de l'ennemi public numéro 1. Et voilà le début de mon histoire. Comment peut-on être aussi la femme d'un dictateur? La femme d'un comme... certain Adolf Hitler, par exemple, ou là d'un Al Capone. Car après tout, aujourd'hui, c'est vrai que le cinéma hollywoodien nous a donné une image très sympathique et joyeuse de cette prohibition et de ces années folles. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le syndicat du crime, c'est extrêmement violent. Il fait régner la terreur, même sur la politique du pays. Et la guerre des gangs fait rage dans le Chicago, en effet. Scarface, c'était le surnom d'Al Capone. Hein. Absolument. Celui est l'homme balafré, le balafré, les cicatrices. Et finalement, Lady Scarface, c'était aussi un peu les cicatrices invisibles de toutes ces femmes-là, des débuts du syndicat du crime. Alors, elle n'est pas la première femme de cette trempe dans votre livre, puisqu'il y a aussi l'histoire de ces femmes rebelles qui commencent à Chicago au début du XXe siècle, avec les sœurs, je ne sais pas comment on prononce, Everly. Les sœurs Everly, en effet, qu'on appelle les impératrites du vice. Oui, vous avez dit qu'elles sont nées sous le signe du bordel. Mais c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, ce sont les journaux de l'époque. Elles vont ouvrir en effet une des institutions les plus renommées qui attire même toutes les têtes couronnées européennes, ou les chanteurs classiques italiens qui sont en goguette à l'époque. C'est les débuts du vice à Chicago, et c'est deux femmes en effet qui sont les instigatrices. Alors il y a aussi évidemment le couple, dans le couple Bonnie and Clyde, vous avez retenu la femme, la célèbre Bonnie Parker. C'est une icône en fait c'est une icône de la Grande Dépression américaine, c'est la crise des années 30. C'est exactement ça, et c'est vrai qu'on l'a vu un peu dans tout votre journal, l'immigration, les problèmes économiques, quelles sont les solutions qu'apportent les politiques. En Europe, c'est plutôt les extrêmes. Aux États-Unis, c'est une forme plus de criminalité, une forme indépendante de rébellion que va incarner Bonnie Parker, qu'on ne connaît pas du tout, dont j'ai retrouvé tous les poèmes d'amour, grande poétesse, femme extrêmement romantique, un petit brin de femme extrêmement rebelle, le bête noire d'un certain John Edgar Hoover qui va créer le FBI avec pour promesse d'abattre ces femmes, ces fiancées de la poudre. Alors vous avez retrouvé la trace de ces femmes, parfois disparues dans l'anonymat. On n'a pas de traces de toutes ces femmes, vous le dites dans votre livre. Ça a dû être un travail de recherche assez incroyable. Ça demande un petit peu de temps, c'est un euphémisme. Oui, c'est vrai que alors maintenant, on peut avoir accès aux archives déclassifiées du FBI, également à celles d'Alcatraz, et puis tous les journaux de l'époque. Ça permet véritablement de retrouver cette guerre menée par le FBI contre ces femmes de mauvaise vie. Ce sont des traviatas, des femmes perdues, qui boivent, qui fument, conduisent, portent des pantalons et tirent au pistolet. Elles sont un peu féministes avant l'heure, on pourrait dire. C'est quoi le moteur de la vie de ces femmes? C'est l'amour ou c'est l'argent? Pour beaucoup, c'est l'argent, c'est vrai. Elles ont un côté précieux ridicule, mais c'est surtout l'amour. C'est aimer un homme dangereux, aimer la passion. On voit l'une d'elles là, assise dans un tribunal. C'est vrai que ce sont des grandes coquettes aussi. Coquettes. De grandes coquettes, presque des demi-mondaines, extrêmement entourées de fourrures et de bijoux. Oui, et des fausses comtesses aussi, on croise des fausses comtesses. Et là, à Hollywood, on arrive avec Gary Cooper, Marlon Brando, des mafieux juifs qui vont se retrouver à vendre de l'explosif à Mussolini juste au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'est une histoire un peu à dormir debout et qui est pourtant tout à fait vraie. Alors, il y a Louise Rolfe aussi. C'est qui cette femme-là? L'alibi blond, c'est ça? L'alibi blond, parce qu'elles ont toutes des pseudonymes à cette époque-là. Elles sont connues, elles font les couvertures des journaux. Et elle va être l'alibi de Jack McGurn, qui va commettre le plus grand crime qui va marquer l'entrée de la mafia dans l'histoire, le massacre de la Saint-Valentin. Et en effet, cette jeune femme sulfureuse, danseuse de cabaret, va être celle qui va permettre à Al Capone et son gang de s'en sortir.
Quelle est celle qui vous a le plus fasciné parmi toutes ces femmes rebelles? Il y en a une qui est assez incroyable, qui s'appelle Virginia Hill, justement, qui est à Hollywood. On l'appelle la reine d'Hollywood. Et c'est elle qui va sortir, justement, avec Bugsy Siegel, grand mafieux juif, qui va amener véritablement le gang d'Al Capone sur Hollywood. C'est une grande catin qui boit, qui gifle, qui achète 700 000 $ de champagne en une soirée et qui, en effet, fréquente toutes les stars hollywoodiennes. Elle est vraiment pas banale. Après, le Château Marmont s'en rappelle encore et les écoutes du FBI s'en rappellent encore. Ouais. À travers toutes ces femmes, en fait, c'est le portrait d'une certaine Amérique que vous nous décrivez, de la Californie à New York. Oui, c'est vraiment une génération entière de l'Amérique, celle de la Grande Dépression, qui est un peu un miroir avec la nôtre aujourd'hui. Alors, vos livres sont des portraits de femmes, même vos livres antérieurs que j'ai rappelés. Mais est-ce que ce sont des livres féministes? Est-ce que vous vous considérez comme une féministe? C'est une grande question qu'on me pose beaucoup. Pour moi, le féminisme, c'est tout simplement un humanisme. Donc, ils sont féministes dans la mesure où ils parlent de femmes libres, qui s'autodéterminent, mais ils ne sont pas féministes dans la mesure où je ne pense pas que la femme ait besoin d'être défendue ou d'avoir des niches réservées. Elles sont amoureuses, elles sont cinglées parfois dans ces livres-là, elles sont dangereuses, perdues, intellectuelles aussi, brillantes. Parfois ridicule, c'est un peu tout ça, être féministe aussi. Pour retrouver toutes ces femmes, je renvoie à votre livre Lady Scarface. Merci d'être venu en parler avec nous sur le plateau du 64 minutes.